C'était tôt le matin dans l'est du Burkina Faso, et le soleil commençait tout juste à se lever. Le président Ibrahim Traoré se tenait près de son SUV noir, sirotant du thé. Il se préparait à visiter un centre rural pour la jeunesse, où des centaines de jeunes l'attendaient. Les discours étaient prêts. Les batteurs avaient déjà commencé à s'échauffer sur la place du village. Mais il y avait un problème. Ils étaient en retard. L'un de ses conseillers les plus proches, un homme grand nommé Idrissa, s'avança. « Monsieur, dit-il, si nous prenons la route principale, nous arriverons avec 2 heures de retard, mais il y a un raccourci à travers la brousse, très calme. Pas de village. Nous serons là en 40 minutes. » Ibrahim haussa un sourcil. « La route est-elle sécurisée ? » ?»« Oui, monsieur. » Idrissa hocha la tête rapidement. « Nos hommes l'ont vérifié hier. J'ai personnellement supervisé. » Karim, l'un des gardes du corps d'Ibrahim, s'avança. « Je n'ai jamais aimé cette route. Trop calme. » Mais Idrissa insista. « Nous avons peu de carburant et les jeunes attendent. Il faut partir maintenant. » Ibrahim réfléchit un instant. Puis il dit « D'accord, nous prenons le raccourci. » Le convoi de 5 véhicules se mit en route, 2 camions armés, à l'avant, le SUV du président au centre, et 2 autres à l'arrière. La route était étroite et cahoteuse, bordée d'herbes hautes et sèches, sans âme qui vive. Pas de maison, pas de chèvres, pas de fumée de feu, juste le silence. Une demi-heure passa. Tout semblait calme. Puis un buffle apparut, debout au milieu de la piste en terre. Un gros buffle brun, aux cornes ébréchées, aux yeux calmes, les pattes solidement plantées. Elle fixait la voiture du président et refusait de bouger. Le chauffeur klaxonna. Rien. Le camion d'escorte à l'avant cria « Dégage, pousse-toi !» Rien. Un soldat tira un coup de feu en l'air. Le son résonna. Toujours rien. Le buffle ne bougea pas. Tous étaient perplexes. « Ce n'est qu'un buffle, dit un garde. Poussons-la hors de la route. » 2 soldats descendirent et essayèrent de la guider avec des bâtons. Le buffle recula légèrement, puis revint à sa place. Le président Ibrahim observait depuis l'intérieur du SUV intrigué. Il baissa sa vitre. « Pourquoi ne bouge-t-elle pas ?» demanda-t-il. « Aucune idée, répondit Karim. Elle agit bizarrement. »« Essayez de contourner, dit Idrissa rapidement. On perd du temps. » Le chauffeur se prépara à dévier légèrement de la route, mais quelque chose dans le cœur d'Ibrahim lui sembla lourd. Il regarda à nouveau. Le buffle. Elle n'avait pas peur. Elle ne fuyait pas. Elle restait là, bloquant le centre exact de la route. Puis il dit quelque chose qui surprit tout le monde. « Arrêtez la voiture. » Le chauffeur obéit. « Envoyez un homme vérifier sous le buffle. »« Monsieur, dit Idrissa nerveusement, ce n'est qu'un buffle. » J'ai dit, vérifiez le sol. 2 gardes s'approchèrent prudemment. L'un se pencha, examinant la terre sous les pattes avant du buffle. Soudain, il recula d'un bond. « Monsieur, il y a quelque chose ici. » Le convoi se figea. Tous se précipitèrent pour regarder. À moitié enfoui dans le sol, à quelques centimètres sous le buffle, un fil métallique fin, à peine visible. Le soldat suivit le fil avec sa main et étouffa un cri. Il menait à une mine. Une vraie mine terrestre. Karim cria paniqué. « Monsieur, il y a des explosifs. » Pas un, mais 3 mines cachées ensemble. Souffle coupé, cris, appel radio. La route avait été préparée pour un massacre, et ce buffle les avait arrêtés juste à temps. Le président Ibrahim descendit lentement. Il regarda le buffle, puis le sol, puis Idrissa. Et pour la première fois, il vit de la peur dans les yeux de son conseiller. La route était silencieuse mais pas paisible. Les soldats encerclèrent la zone, les armes furent sorties. Les radios bourdonnèrent de voix. La découverte de 3 mines enfouies sous la terre changea tout. Pourtant, le buffle restait là, calme, immobile, observant. Le président Ibrahim Traoré s'avança, les yeux fixés, sur l'endroit où le fil dépassait du sol. Il ne parlait pas. Il ne clignait pas des yeux. Son esprit s'emballait. « Nous avons vérifié cette route hier, » dit-il enfin, se tournant vers Idrissa, son conseiller. « Oui, monsieur, » répondit Idrissa rapidement, la sueur perlant déjà sur son front. Notre équipe de sécurité l'a inspecté. Aucun signe de danger.
Karim, le chef des gardes du corps, s'agenouilla près du fil. « Ça a été posé récemment, dit-il. Très récemment. Regardez ça. » Il pointa une empreinte de botte, fraîche près de la mine. « Le sol est encore meuble. Ça n'était pas là hier matin. » Ibrahim plissa les yeux. Quelqu'un savait que nous prendrions cette route. Idrissa parla à nouveau. « Monsieur, peut-être que l'ennemi les a placés, espérant que quelqu'un passerait. » Mais Ibrahim ne répondit pas. Il observait les mains d'Idrissa. Ses tics, nerveux, ses yeux fuyants. Et autre chose le frappa. Idrissa avait fortement insisté pour prendre cette route. Trop fort. « Nous devions passer par Koudigou, » dit Ibrahim lentement. « Pourquoi as-tu insisté sur ce raccourci ?»« Je pensais qu'on gagnerait du temps, » balbutia Idrissa. « Vous avez dit qu'on était en retard. » Karim se leva, la main sur son arme désormais. « Mais cette route n'est même pas sur la liste officielle des déplacements. Et tu as prétendu avoir supervisé la vérification toi-même, n'est-ce pas ?» La gorge d'Idrissa se serra alors qu'il déglutissait difficilement. « Oui, je l'ai fait. » Sikou, le commandant des opérations de sécurité, arriva à moto avec des renforts. Il fut briefé en quelques secondes. Puis il se tourna vers Ibrahim. « Monsieur, puis-je vous parler seul à seul ?» Ils s'écartèrent. « Je ne lui fais pas confiance, » dit Sikou à voix basse, en désignant Idrissa. « Et vous n'allez pas aimer ce que je viens de découvrir. » « Quoi donc ?» L'un des officiers de sécurité privés assignés à Idrissa a été surpris en train d'envoyer un signal de localisation à un numéro inconnu. Nous l'avons tracé. Il est connecté à une liaison satellite appartenant à une firme militaire privée étrangère. Le visage d'Ibrahim se figea. Il regarda Idrissa, qui faisait maintenant semblant de consulter son téléphone nerveusement. « Il nous a conduits sur cette route, » dit Ibrahim. « Et quelqu'un s'est assuré qu'il y aurait des mines qui nous attendent, » ajouta Sékou. À ce moment, un soldat près du buffle cria « Elle bouge !» Tous se tournèrent. Le buffle s'écarta enfin lentement, silencieusement, et commença à marcher dans la brousse. C'était comme si sa mission était terminée. Personne ne la suivit. Personne ne pouvait comprendre. Mais au fond, tous le ressentaient. Ce buffle les avait sauvés. « Monsieur, » dit Karim, « ce n'est pas juste de la chance. C'est un message. Quelque chose de plus grand se passe. » Ibrahim hocha la tête, puis il se tourna vers ses hommes et donna un ordre glacial. Fouillez chaque centimètre de cette route, chaque racine, chaque arbre, et arrêtez Idrissa. Ne le laissez parler à personne. Les hommes agirent vite. Idrissa tenta de parler. « Monsieur le Président, je jure que je ne sais rien. » Mais Ibrahim leva la main. « Tu voulais que je prenne cette route. Tu m'as dit qu'elle était sûre. Tu me l'as promis. » Il se pencha plus près et dit doucement. « Mais ce buffle m'a sauvé avant que tu ne puisses me tuer. » Le visage d'Idrissa devint blême. Les soldats l'attrapèrent et le traînèrent vers le véhicule arrière. Le président se tourna vers ses hommes. « Nous n'allons pas au centre jeunesse aujourd'hui. Nous allons vers la vérité. Quelqu'un a planifié ma mort, et ce n'est que le début. » Le convoi ne continua pas ce jour-là. Au lieu de cela, il fit demi-tour lentement, prudemment, sous escorte militaire complète. Les mines furent marquées. Des drones furent envoyés dans les airs. Et de retour au palais, un nuage sombre planait sur chaque pièce. Le président Ibrahim Traoré ne parla pas beaucoup durant le trajet de retour. Il resta silencieux, regardant par la fenêtre, repassant chaque détail dans son esprit. Un conseiller de confiance venait d'être arrêté. Un buffle avait arrêté sa voiture. Une mine cachée attendait sous ses roues. Ce n'était plus une simple coïncidence. C'était un message. De retour au siège des renseignements, Idrissa était assis dans une pièce froide, menotté, la sueur coulant de ses tempes. Le commandant Sikou se tenait de l'autre côté de la table. « Nous avons tracé ton téléphone, » dit Sikou. « Tu as effacé l'historique de ton GPS, mais notre système l'a récupéré. » Il plaça des documents imprimés devant Idrissa. « Il y a 2 jours, tu t'es arrêté près de l'endroit exact où la mine a été trouvée. Que faisais-tu là-bas » Idrissa secoua la tête. « Je vérifiais juste la route, seul, sans sécurité. J'avais besoin d'air frais. » Sikou frappa du poing sur la table. « Arrête de mentir !» Idrissa sursauta.
Qui t'a payé? Qui t'a dit de guider le président sur cette route? Idrissa ne répondit rien. Sikou le fixa, puis afficha un sourire froid. Très bien. Laisse-moi te montrer quelque chose. Il alluma un écran. Une vidéo se lança, des images granuleuses d'une caméra cachée installée par des villageois près d'un mât télécom. On y voyait Idrissa, la nuit, parlant, à un homme en bottes militaires. L'homme portait une casquette basse sur les yeux et tendit à Idrissa un objet. C'était un téléphone satellite. Nous avons retrouvé ce même téléphone sous le siège de ta voiture, dit Sékou. Tu as oublié de le détruire. Les lèvres d'Idrissa tremblèrent. Enfin, il parla. Ils ont dit qu'ils voulaient juste l'effrayer, le rendre craintif, plus facile à contrôler. Ils ont dit que ça ne le tuerait pas. Juste un message. Qui sont-ils? Demanda Sikou. Idrissa secoua la tête. Je ne connais pas de nom. On m'a donné de l'argent, des promesses. Il baissa les yeux, honteux. Ils le détestent, vous savez, murmura-t-il. Ils détestent qu'il unisse l'Afrique. Ils ont dit que si Traoré continue de monter, les intérêts occidentaux tomberont. Sikou se recula. Et tu as vendu ton propre pays, pourquoi? Des dollars et de la peur? Idrissa ne répondit pas. Plus tard ce soir-là, le président Ibrahim était assis dans son bureau. Il tenait un dossier rempli de preuves, photos, cartes, journaux d'appel de téléphone satellite et une image étrange, la dernière photo prise par un drone au-dessus du site de l'embuscade. Elle montrait le buffle debout paisiblement, au milieu de la route juste au-dessus de la mine. Ibrahim la fixa longtemps. Sikou entra dans la pièce. « Nous avons confirmé, dit-il. Idrissa a été recruté par un réseau étranger, probablement un contractant militaire lié à... Vous savez qui. » Ibrahim ne leva pas les yeux. Enfin, il demanda « Sait-on d'où vient le buffle? Nous avons interrogé les villages, voisins. Personne ne la revendique. Elle ne correspond à aucun troupeau. Elle est juste apparue. » Ibrahim esquissa un léger sourire. Et elle a disparu une fois le travail terminé. Sikou hocha lentement la tête. « Monsieur, permission de parler librement. Vas-y. Ce n'était pas juste un animal, c'était autre chose. » Ibrahim regarda par la fenêtre. « Je sais, dit-il. Et je ne prends pas ça à la légère. » Il se leva. « Prépare un message. Je veux que le monde sache. Le chemin de l'Afrique n'est pas guidé par la peur. Il est protégé par quelque chose de plus grand. Même si ce quelque chose a 4 pattes et des cornes. » Ibrahim sourit. Même alors, 2 jours après la découverte des mines, des murmures se répandaient à travers le Burkina Faso. Un buffle avait-elle vraiment empêché la mort du président? Était-ce de la chance ou quelque chose de divin? Qui avait posé la bombe? Et jusqu'où allait la trahison? Le président Ibrahim Traoré, de retour dans la capitale, se déplaçait discrètement dans les couloirs du palais. Il n'avait ordonné ni conférence de presse ni déclaration. Son silence n'était pas de la peur, c'était une stratégie, parce que quelque chose ne collait pas. Si Idrissa était la fuite, qui l'avait aidé de l'intérieur? Des mines comme celle-ci n'étaient pas enfouies sans coordonnées GPS précises. Quelqu'un avait fourni des horaires et des emplacements exacts. Quelqu'un qui savait précisément quand et où le président passerait. Traoré convoqua une réunion secrète avec le commandant Sikou, son chef de la cybersurveillance, et 2 officiers militaires de confiance. « Je veux que chaque appareil du palais soit scanné, dit-il. Chaque téléphone, chaque radio, chaque signal, chaque dossier du personnel. » Ils travaillèrent toute la nuit. Au matin, la vérité frappa comme une bombe. Une tablette appartenant à l'un des superviseurs des caméras de sécurité contenait des fichiers cachés étranges, des journaux audio, des conversations textuelles, et un fichier nommé simplement Piste Girafe, version 5. À l'intérieur, des données de suivi en temps réel du véhicule du président. Quelqu'un avait installé un logiciel de suivi caché sur le véhicule de tête du convoi. Les données avaient été partagées en temps réel jusqu'au moment où le buffle avait bloqué la route. « Ils suivaient vos mouvements comme dans un jeu vidéo, » dit le chef de la cybersurveillance. Il connaissait chaque virage. Le traître était un homme nommé lieutenant Douamba, un officier logistique discret et apprécié. Il travaillait au palais depuis 6 ans. Personne ne le soupçonnait. Lorsqu'il fut arrêté, il avoua immédiatement. « On m'a offert une nouvelle vie, dit-il. De l'argent, un visa étranger. Ils ont dit que Traoré serait remplacé, que tout était déjà arrangé.
Sikou se tourna vers lui. « Qui sont-ils » L'officier hésita. Puis il murmura « Des gens liés à des firmes de sécurité étrangères. L'un était américain. Il avait un badge qui disait l'anglais, Group Support. » Le sang de Sikou se glaça. Le lien était plus clair maintenant. Ce n'était pas juste un coup monté de l'intérieur. C'était une opération internationale. De retour dans les quartiers présidentiels, Traoré était assis en silence. Il ouvrit un petit carnet, son journal personnel. Il écrivit une seule phrase. « Ils ont essayé de mettre fin à ma vie avec mon propre peuple, mais quelque chose de plus grand s'est mis en travers de leur chemin. » Puis il se leva et prit une décision qui allait secouer le monde. Ce soir-là, une diffusion de dernière minute fut annoncée. Des millions de personnes à travers le Burkina Faso se connectèrent, tout comme au Mali, en Guinée, au Niger, et même des spectateurs curieux en France et aux États-Unis. Le président, Ibrahim Traoré, apparut à l'écran. Calme, fort, direct. « J'ai failli être tué cette semaine », commença-t-il. « Pas par la guerre, pas par des rebelles, mais par des gens en costume, des gens qui nous sourient tout en piégeant nos routes avec des explosifs. » Il marqua une pause. « Ils ont envoyé des hommes dans notre palais. Ils ont acheté nos frères, avec de l'argent étranger. Ils ont planifié ma mort en utilisant mes propres racines, mon propre convoi, mon propre conseiller. » Il regarda directement la caméra. Mais ils ont échoué parce qu'un simple animal s'est mis en travers. Un buffle. Oui, un buffle m'a arrêté. Et quand ils verront que même la nature ne me laisse pas tomber, ils comprendront quelque chose de plus profond. Il frappa du poing sur le bureau. Nous ne sommes pas un peuple que vous pouvez contrôler. Le Burkina Faso n'est pas un échiquier pour les étrangers. À partir de ce jour, toute base militaire étrangère, tout contractant ou agence d'espionnage sur notre sol, doit partir. Des exclamations se firent entendre même à travers l'écran. Et une dernière chose, ajouta Traoré, les yeux plissés. Je connais vos noms, j'ai vos messages, et je ne vais pas seulement survivre à vos complots, je vais les exposer. Il se leva et s'éloigna alors que le drapeau du Burkina Faso s'élevait derrière lui. L'écran devint noir, et à travers l'Afrique, le lion rugit plus fort que jamais. Le lendemain du discours du président Ibrahim Traoré, le chaos éclata à l'extérieur de l'Afrique. Mais à l'intérieur du Burkina Faso, le peuple était enflammé de fierté, les réseaux sociaux explosèrent. Les jeunes peignaient des fresques de buffles aux cornes dorées. Les poètes l'appelaient « le buffle divin de la résistance ». Les enfants rejouaient la scène dans les écoles. Même au Mali et au Niger voisins, l'histoire se répandit comme une traînée de poudre. L'Occident a apporté la technologie. Nous avions de la poussière, des prières et un buffle. Mais dans l'ombre, la colère grandissait bien au-delà de Ouagadougou. De l'autre côté de la mer, dans une salle de réunion hautement sécurisée d'une firme militaire privée, 3 hommes étrangers regardaient la diffusion de Traoré en boucle. L'un d'eux, à l'accent américain, en costume élégant, frappa du poing sur la table. Il n'était pas censé survivre, siffla-t-il. Cette route était sécurisée. Nous l'avons suivi en direct. Comment un buffle ruine-t-elle une opération à 3 millions de dollars? Un autre homme, britannique, se pencha en avant. Il n'y a qu'une seule explication, nous l'avons sous-estimé. Ils sortirent de nouveaux plans. Cette fois, pas de mine. Ils voulaient quelque chose de plus discret, de plus définitif. Au Burkina Faso, le président Traoré travaillait en silence. Il n'avait pas dormi plus de 4 heures par jour. Il étudiait les schémas ennemis. Il examinait chaque nom, chaque message, chaque faiblesse de sécurité. Et surtout, il attendait, car il savait qu'ils essaieraient à nouveau. Il le dit même à Sikou. Le buffle nous a fait gagner du temps, mais elle n'a pas arrêté la tempête. Maintenant, nous devons frapper avant eux. Pendant ce temps, à Bobo-Dioulasso, un jeune éleveur arriva dans une mosquée locale avec une histoire étrange. Il raconta à l'imam que l'un de ses buffles avait disparu pendant 2 jours, puis était revenu avec une touffe de poils brûlés sur la jambe et de la peinture rouge sur les cornes. « Je pense, murmura-t-il, que c'était celle de la route du président. » La rumeur se répandit. Traoré entendit le rapport et ordonna que le buffle soit discrètement amené au palais sous haute garde, non pour l'adorer, ni pour la parader, mais pour l'étudier. Les résultats du laboratoire arrivèrent le lendemain, et ce qu'ils trouvèrent était choquant.
Des traces de sang humain, de minuscules gouttes, anciennes, séchées, mais humaines, et non provenant du buffle lui-même. Quelqu'un avait saigné près de la buffle sur elle, ou avait essayé de lui faire du mal. Le buffle avait-elle été attaqué avant l'arrivée du convoi? Quelqu'un avait-il essayé de la déplacer et échoué? Sikou apporta de nouvelles, informations de ses sources. Monsieur, nous avons intercepté des communications. Ils préparent une nouvelle intrusion, pas avec des mines, pas avec des drones, mais avec une infiltration. Un diplomate, une poignée de main, un cadeau. Le président Traoré hocha la tête. Alors, nous les accueillerons à bras ouverts. Il marqua une pause. Et nous, refermerons le piège. 3 jours plus tard, une délégation étrangère de paix arriva. 4 officiels, sourires amicaux, une boîte de cadeaux de leur ambassade, livres, appareils électroniques et un thé personnalisé des Alpes. Mais caché dans la boîte de thé, un dispositif noir fin avec une aiguille d'injection, identique à celui utilisé dans un complot d'empoisonnement précédent. Cette fois, il était conçu pour être dissimulé sous un bracelet. Un simple contact lors d'une poignée de main injecterait une goutte de liquide dans la peau, suffisante pour arrêter un cœur en 60 secondes. Mais Traoré savait déjà. Alors que la délégation attendait dans la salle de conférence du palais, sirotant des boissons fraîches, la porte s'ouvrit brusquement. Des soldats entrèrent, armes dégainées. Personne ne bouge. Les 4 diplomates furent encerclés. L'un d'eux tenta de mettre la main dans sa poche. Il fut plaqué au sol. Le bracelet fut saisi, l'injecteur retiré, et la vérité confirmée. Ce n'était pas une visite de paix. C'était une ultime tentative. L'un des hommes arrêtés avoua « Nous avons tout essayé. Pression, corruption, mine, injection, mais il survit toujours. Comment? Comment fait-il pour toujours survivre ?» Sikou le regarda et dit simplement « Parce qu'il se bat pour le peuple, pas pour le pouvoir. Et parfois, même les animaux se battent avec lui. » Le président Ibrahim se tint à nouveau devant sa nation ce soir-là. Ils nous ont traités de faibles. Mais les faibles ne survivent pas à autant d'attaques. Les faibles n'exposent pas la trahison. Les faibles ne font pas l'histoire avec des buffles et des enfants. Aujourd'hui, nous n'avons pas seulement survécu à un autre complot. Nous avons enterré l'idée que l'Afrique ne peut pas protéger les siens. Le soleil se couchait sur Ouagadougou. Une douce lueur orange se répandait sur la ville, projetant de longues ombres sur le palais présidentiel. À l'intérieur, le président Ibrahim Traoré se tenait seul dans son jardin privé, les yeux fixés sur l'horizon. Derrière lui, la nation vibrait de fierté. Les assassins présumés avaient été démasqués. Le peuple était éveillé, ses ennemis silencieux. Mais Ibrahim savait que ce n'était pas vraiment fini, car le pouvoir attire toujours plus d'ennemis. Son téléphone vibra. Un message de Sikou. Le diplomate interrogé a avoué. Il y en a d'autres, cachés dans des ambassades, des ONG, même des écoles privées, qui attendent. Ibrahim fixa l'écran, puis verrouilla le téléphone. Il se tourna pour faire face à la statue géante de buffle qui venait d'être dévoilée dans le jardin, construite par de jeunes soudeurs avec des morceaux de métal provenant de véhicules, militaires retirés. Sur son socle, une plaque indiquait « Elle s'est tenue debout quand le monde voulait qu'il tombe ». Le lendemain, le président Traoré tint une réunion privée. Seules 5 personnes étaient dans la pièce. Sikou, Karim, son chef du renseignement, et 2 leaders spirituels. Ce à quoi nous faisons face n'est plus physique. Comment ça, Ibrahim? C'est psychologique. C'est une guerre de pression, de corruption, de peur et d'infiltration. L'un des imams hocha la tête. Ce buffle, monsieur, n'a pas seulement bloqué une mine. Elle a révélé les serpents cachés dans votre palais. Karim ajouta, « Le peuple vous fait plus confiance que jamais, mais les ennemis n'ont pas fini, et nous devons nous préparer. » Alors Ibrahim dévoila son plan. Il l'appela Opération Miroir. C'était simple. Chaque ami étranger serait surveillé. Chaque membre du personnel du palais serait déplacé et contrôlé. Et toute attaque, qu'elle soit par la force ou par une poignée de main, serait racontée au peuple, publiquement. Plus de silence, plus de dissimulation de la corruption. Chaque trahison serait exposée au grand jour. Des semaines passèrent. Aucune nouvelle tentative.
Mais le monde commença à remarquer. Le leadership du Burkina Faso devenait plus difficile à manipuler. L'argent cessait de fonctionner. Les menaces étaient accueillies par des rires. Les ambassades occidentales demandèrent des discussions privées et étaient ignorées. Traoré était devenu autre chose. Pas seulement un leader, une légende. Il avait survécu aux balles, au poison, à la trahison et aux mines. Mais ce qui l'avait sauvé n'était pas une arme. C'était un buffle. Des mois plus tard, lors d'un sommet au Mali, un journaliste posa une question à Ibrahim en direct à la télévision. « Monsieur le Président, les gens disent qu'un buffle vous a sauvé la vie. Y croyez-vous » La salle rit. Ibrahim sourit puis se pencha vers le micro. « Oui, un buffle m'a sauvé. Mais ce n'est pas l'essentiel. Le vrai miracle, c'est ce que le buffle a révélé. Elle nous a montré à quel point la trahison peut se cacher profondément. Et comment même la terre peut parler si vous êtes assez humble pour écouter. » La salle se tut, puis explosa, en applaudissements. De retour chez lui, Duda, le garçon de l'histoire du manguier, regardait depuis sa nouvelle salle de classe. Il sourit. D'abord le manguier, maintenant un buffle. Je me demande ce qui le sauvera ensuite. Son professeur rit. Peut-être un poulet, mais au fond de la brousse, un vieux buffle brun paissait paisiblement, indifférente à la gloire. Elle ne savait pas qu'elle était une héroïne. Elle s'était simplement tenue immobile au bon endroit, au bon moment. Pendant que le monde essayait de faire tomber un homme bon, l'Afrique s'était arrêtée et l'avait sauvé.